Et salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les lectures de la semaine. Le dindon infernal. J'ai lu 10 œuvres. Non, je vous en présente 7. C'est quand même déjà pas mal, je trouve. Hein, j'ai pas arrêté de dire. Je n'ai fait que ça. Ce petit format, un petit peu, cette espèce de médium, ou une plastification qui entoure une couverture cartonnée, imbriquant à l'intérieur plusieurs feuillets de papier, plus ou moins mat, avec une histoire racontée dessus et des espèces de gribouillages. Des BD, quoi. Voilà. Des BD et des comics. Il n'y a pas de manga. Désolé! Bah oui, désolé. C'est comme ça. On va enchaîner immédiatement avec le calendrier. Il y a une ou deux personnes qui m'ont dit que c'était un peu dénigrant pour les animaux de les montrer en train de faire popo dans la nature, et je suis désolé. Mais on va devoir continuer quand même. Vraiment, pas du tout l'idée de rendre les animaux moches, de rendre les animaux, de pas les mettre à leur avantage, tout ça, mais je trouve l'idée tellement débile que du coup, on va continuer avec ce mois de février. Le mois de février avec Yann, un Malinois belge, certainement, voilà, très beau, devant la montagne, voilà, c'est vraiment hyper stylé. Y a-t-il un endroit plus sincère et sympathique pour poser une énorme pêche-chasse? Je ne pense pas. On est parti pour un nouveau mois, vous l'aurez compris. Si vous regardez bien, si vous connaissez un peu le top, vous avez vu, il y a eu du changement aussi, on en parlera évidemment tout à l'heure. On va pas perdre beaucoup plus de temps, parce que j'ai pas le temps, et j'ai pas de montre. Elle est où ma montre? Merde, c'est parti. Et on commence immédiatement avec une sortie le 21 janvier 2026. Elle coûte 27,90 €. Elle est sortie au label 119 chez Rue de Sèvres. Oui, vous l'aurez deviné, c'est la dernière dinguerie du label. Bim! La maison, j'allais dire la maison à côté du petit chemin, pas du tout. Le chemin derrière la maison de Jérémy Gasparuto. Label 619, toujours une confection incroyable chez Rue de Sèvres. Ils savent faire le même format que Monsieur Singelin, que Monsieur Neyev, que Monsieur Bablet. Toi-même, tu sais. Et puis, c'est du violet, frérot. C'est du violet. Et franchement, c'est rare de voir du violet dans sa bibliothèque sur un dos comme ça. Franchement, moi, je trouve ça stylé. Dites-moi dans les commentaires. Non, j'en ai rien à... Est-ce que j'ai aimé? J'ai adoré. Voilà. De quoi ça parle? Écoutez, c'est quelque chose d'assez cryptique. Ça parle de tout et de rien en même temps, et ça va peut-être en surprendre plus d'un. Mais alors, graphiquement, déjà, on peut déjà juste la fermer et contempler les pages. L'océan. Les crevettes. Avec de la maillot. Non, incroyable. Incroyable œuvre graphique, une pépite, un coup de cœur absolu, graphique. Quelques petites histoires entremêlées avec un lien fort qui est la nature. Alors moi qui aime me balader en forêt, qui habite à la campagne et qui suis issu d'un pays, on peut appeler ça comme ça, d'un pays entouré d'océans, je veux parler évidemment de la Bretagne. En fait, j'ai adoré, puisqu'on va parler de la forêt, de la montagne, des collines, du vent, de notre rapport à celle-ci, la nature, c'est-à-dire qu'on fait partie de la nature, nous sommes naturellement constitués. Mais est-ce qu'on a un vrai rapport avec elle? On trouve un apaisement quand on s'installe sur une pierre dans une forêt où il n'y a pas un bruit, juste le chant des petits oiseaux comme ça. Ah non mais vraiment, t'as envie de te foutre à poil. Et la nuit, tout de suite, ça devient beaucoup plus inquiétant, puisque les bruits ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, ça peut faire flipper. Et ça parle de ça, frérot. Ça parle de ça. De notre rapport à la nature. C'est très contemplatif, très mystique. Il y a toute une histoire d'être possédé par celle-ci. C'est vraiment un délire de... Est-ce que ça nous traverse? Est-ce que ça nous touche? Est-ce que on est vraiment en connexion avec celle-là, quoi? Tu vois? Et punaise, qu'est-ce que j'ai adoré. J'ai pas tout compris, et c'est pas grave. Moi, je suis le genre de mec dont je trouve que ce n'est absolument pas grave de tout comprendre. Je l'ai relu 2 fois. Enfin, je l'ai lu vraiment une fois à fond, et je l'ai après lu en diagonale, je l'ai feuilleté. Et il y a des trucs complètement fêlés, avec des animaux... qui sont là, et puis d'un coup t'as une espèce de pieuvre, des squelettes. Non, c'est magnifique, des gens avec des gens anthropomorphes. Voilà, c'est très très beau, les couleurs sont magnifiques. Le travail graphique est somptueux. Ça vaut carrément le coup, parce que chaque planche, t'as envie de les accrocher dans ton salon, t'as envie de les couper proprement et de les encadrer. Vraiment, c'est un délire. C'est magnifique. Pour moins de 30 balles, l'œuvre, elle est immense. Elle est quand même assez dodue, j'ai envie de vous dire. Et à la fin, on a droit des petits carnets où vraiment j'ai envie de faire des t-shirts. C'est pas possible. C'est incroyable. Vraiment, c'est très très beau. J'ai passé un excellent moment. Et tu sens que l'auteur qui dessine, qui scénarise et compagnie a passé énormément de temps sur ses planches. Je regarde si la colo est de lui, mais oui, effectivement, tout est de lui. Voilà. Bon écoutez, c'est très poétique, c'est très beau. Il y a un petit côté école un petit peu américaine, je trouve, dans son dessin. C'est intriguant. Voilà, c'est une œuvre vraiment intrigante. Et en fait, chaque texte qui t'amène, alors tu pars dans la forêt et compagnie, donc ça t'explique un petit peu le rapport à mère nature et tout. En fait, tu peux y voir un petit peu ce que tu veux. C'est-à-dire, au moment il y a toute une... Allez là, c'est ici. Il y a toute
tout un aspect avec les enfants dans la forêt et tout, et par rapport à une espèce d'arbre de vie avec vraiment un être qui vit connecté à cet arbre-là. Et t'as les enfants qui, eux, sont un petit peu rieurs, moqueurs, un peu maléfiques et tout, et en fait, il va se passer des trucs qui, grâce à leur sang, va éveiller quelque chose qui va puiser dans le sol pour réussir à créer de la vie. Enfin, c'est très très beau, c'est très très poétique, j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai adoré, vous l'aurez compris. Je vous la conseille, évidemment. C'est du label 619, c'est Jérémy Gasparotto qui nous fait ça. Le mec m'a mis 2 branlées avec son machin, et puis bah je suis allé me coucher quoi, avec plein d'idées en tête, et je pense que c'est une œuvre qui m'est restée un tout petit peu dans la teuté pendant un petit moment, où je me suis dit, en me baladant justement dans la forêt, dans là j'ai l'habitude d'y aller, et ben je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour regarder ce qui s'y passe et voir si vraiment j'arrive à y trouver un petit extrait de nature que l'on aime tant quand on se balade dans nos forêts françaises. Voilà. Suivant. Pardon, excusez-moi. On va pas perdre beaucoup plus de temps. Deuxième tome, I Hate Fairylands, l'intégrale, la première intégrale sur les deux, de Scotty Young, sorti chez Urban dans ce magnifique écrin, voilà, avec un signet, avec voilà une couleur rose acidulée bombec que t'as envie de bouffer, façon Tagada, tu vois. Et franchement, je suis trop content d'avoir lu plus que la première issue, parce que c'est tout ce que j'avais sur I Hate Fairylands, et franchement, j'ai adoré. Ça fait 320 pages, quoi, un truc comme ça. Déjà, l'œuvre est très très belle, le travail d'Urban est magnifique sur cette œuvre-là, et j'ai adoré cette histoire, voilà, du début jusqu'à la fin. Tout premier arc qu'on a dans ce tome, puis la suite. Et c'est tellement déjanté, tu sens que Scotty Young, qui est un scénariste et dessinateur que j'aime énormément, tu sens qu'il a mis tout là-dedans, parce qu'il y a un travail, tu le sais aussi, tu le sens et tu le sais, puisqu'il y a un travail d'édition au début, il y a pas mal de contenu à la fin quand même, avec toute la façon dont il découpe ses histoires, la façon dont il voit les textes, comment il se repère pour ne pas se perdre en fait, simplement dans son scénario. C'est hyper bien foutu, c'est très très beau, on sent que le gars, il est fan, il a voulu faire du... Il y a une postface qui est incroyable aussi. Il a voulu faire du Disney pour les adultes, mais pas trop, parce que toutes les insultes sont un peu cachées, c'est toujours un petit peu des jeux de mots, tu vois, espèce de sale fils de flûte. Donc tu sais très bien que ce qu'il a voulu dire, c'est espèce de sale fils de p***. Mais du coup pour les enfants là c'est trop tard, parce que si vos enfants regardent ils vont savoir, mais en gros ça donne un petit peu les bases des insultes sans dire le vrai mot. Du coup ça donne un petit côté sympa, tu vois. Ton gamin il est en train de s'embrouiller avec sa sœur et là, ah de toute façon t'as qu'une fille de flûte. C'est mignon, mais dans ta tête t'as quand même entendu pute. Moi je pense que je vais lui faire lire ça à mon gamin, il a 8 ans, il est bientôt 9. Allez, c'est inadmissible. Salut mes petites perruches, c'est le monteur, ça va à vous? Écoutez, son gamin a 8 ou 9 ans. D'ailleurs, il sait pas bien quel âge a son gamin, c'est un peu triste, mais bon. 12 ans et plus. I Hate Fairylands. Donc écoutez, on va lui mettre une enquête au cul. S'il y a le moindre problème, et que vous avez, et là je parle sérieusement, un problème avec un gamin, physique, psychologique, si vous avez le moindre doute, tapez le 119. 119. C'est très sérieux. Hop. 3 chiffres. Et c'est pas plus mal pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, allô? Oui, bonjour, bonsoir, oui, excusez-moi. Oui, je suis monteur, je sais pas. Oui, je suis monteur, ouais. Le monteur, effectivement. Ah, de la cave du Mills. Vous regardez la cave du Mills? Ah, c'est fou, ça, effectivement. Non, je ne porte toujours rien, effectivement. Non, ça m'émeut un petit peu de vous dire ça, mais j'aime me sentir à la maison quand je travaille, tout simplement. Voilà. De quoi? Virginie. Très bien, enchanté. Enchanté, Virginie. Ouais. Vous avez un petit numéro, Virginie? Oh, super. Je note. 06 32 27 18 69. Très bien. Écoutez, c'est noté, Virginie. Pourquoi j'appelais? Non, rien du tout. Non, rien du tout. Non, je viens de me rappeler que j'ai regardé Starship Troopers. J'avais 9 ans. Donc ça devrait aller, là. Franchement, ça devrait aller. Je voulais foutre une plainte au cul de mon patron pour l'emmerder, mais je me rends compte que c'est un peu bête. Voilà. Puis j'ai pas envie de perdre mon poste, quoi. Voilà. J'ai pas d'enfant. J'ai pas de... Je vais écouter cette discussion. Très bien. Je vous embrasse. Je t'embrasse, Virginie. À très bientôt. Appelle-moi. Bisous. J'adore mon boulot. Moi, me jugez pas. Mon petit lapin là, je pense qu'il va kiffer parce que c'est très 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 drôle, ça foisonne, c'est vraiment pour les personnes amoureux de cartoon. Toute la première partie, le premier arc est incroyable, vraiment il est fou furieux. C'est très très beau, c'est très cartoon. On va suivre, donc de quoi ça parle peut-être? On va peut-être arrêter les conneries. Une petite fille qui se fait complètement aspirer dans un petit espèce de warp, hein, pour tous les connaisseurs de Warhammer 40 000. Elle se fait complètement attirer dans une espèce de siphon dans le warp, elle tombe, elle s'éclate, voilà, elle arrive, bienvenue à Fairylands.
Sauf que ça fait 27 ans qu'elle est enfermée dans ce corps de petite fille, et du coup elle devient vraiment machiavélique. Elle tue des gens, elle oublie des gens, elle l'emprisonne, elle tire sur des étoiles, elle découpe des monstres. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Je rappelle Virginie. C'est une saleté, c'est vraiment une saleté qui est tout le temps en train d'insulter tout le monde et elle est vraiment très méchante. Le but du jeu pour elle, trouver une clé qui lui permettra de sortir de Fairylands et tout simplement retrouver sa vie d'antan. Voilà, tout simplement. Donc en fait, est-ce qu'elle va y arriver, oui ou non? Bon, il y a 2 intégrales, donc peut-être qu'elle va pas y arriver dans celui-ci. Mais dans tous les cas, c'est incroyable. J'ai vraiment kiffé. Alors je sais, il y a plein de gens qui vont se dire, mais t'avais pas encore lu ça? Et c'est assez sanglant. mais c'est sanglant, mais kawaii. Comment expliquer? C'est sanglant mais cartoonesque. C'est-à-dire que oui, elle a aussi un petit acolyte qui est toujours à côté d'elle. Et ici, voilà, bonjour, je suis Larigon Winsworth 3. Je serai ton guide. Et ce petit guide-là est assez brut, assez mauvais, et va sombrer aussi avec la méchanceté de Gertrude. Il va devenir de plus en plus mauvais. Et c'est un duo qui se déteste, c'est un peu l'amour vache, mais qui vont main dans la main essayer d'avancer pour réussir quelques quêtes qui vont leur permettre tout simplement de s'approcher de cette fameuse clé qui, quand elle mettra cette clé dans cette porte-là, pourra retourner dans le monde, dans le vrai monde dans lequel elle vivait à la base. Mais sauf qu'elle a 27 ans, et elle en a ras-le-bol d'être dans le corps de cette petite fille insupportable, trop mignonne. Du coup, elle va se battre contre la reine, qui, elle, prend un malin plaisir à la faire chier. Vraiment, ça pullule, c'est le mot, hein. Ça pullule de bonnes idées. La lune qui est narratrice, et puis en espace de 3 secondes, la lune se fait éclataxe avec un énorme bazooka parce qu'elle en a ras-le-bol d'entendre sa tronche. Elle est là, en train d'exploser à coups de sulfateuse des étoiles, et les étoiles commencent à tomber dans le jardin de la reine, et c'est horrible. C'est vraiment horrible. Genre... Mais qui a fait ça? C'est affreux. Rien que ce verbe de ses cheveux et le sang de mon peuple. Et l'étoile toute mignonne meurt. Et c'est que ça du début à la fin. Il y a une fin qui est proposée et en fait il décide tout simplement de revenir en arrière, rien à foutre. Il décide de te montrer la fin, susceptiblement la fin horrible, mais il décide de... Enfin c'est incroyable, la narration est folle, le découpage je l'ai trouvé très 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 efficace, mais c'est pas non plus là-dessus que je vais m'arrêter. Par contre les dessins sont d'un dynamisme absolu. Je vous dis c'est du cartoon, faut être absolument fan de cartoon. Ce petit personnage là, par exemple typiquement quand il parle, il a une espèce de vieux cigare dans la bouche. Quand il parle, et en fait le cigare il reste plané. C'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans des cartoons, façon Cartoon Network et compagnie. Scotty Young a une idée, il la couche sur papier, et au bout d'un moment, il a vu qu'en fait ça faisait rire lui, donc il a dit pourquoi pas, ça ferait peut-être rire d'autres personnes. Il a commencé à en faire, ça a très très bien marché, très rapidement. Il s'en fout de savoir si ça fait rire les gens, en fait ça le fait rire lui. Et tu sens que le gars est complètement passionné, il est énormément, il est vraiment très talentueux, Scotty Young. Là c'est vraiment pas le début, parce que je crois qu'il avait fait le Magicien d'Oz avant, mais en tout cas il est très efficace, il a un sens, du dessin qui est assez fou. Il y a énormément de profondeur dans ses planches, et parfois il arrive à gagner quand même pas mal de petits détails, tu vois. Regarde, au lieu de les faire un par un les personnages, il fait une espèce de masse comme ça pour représenter la foule, mais on s'en fout parce que le gars est trop efficace, tu comprends tout directement. Et par contre t'inquiète pas, quand il fait une splash page ou autre, tu comprends que le gars il met les petits plats dans les grands, quoi. Il te fait, voilà les détails, énormément de références pop culturelles, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est très 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 vulgaire, mais vulgaire drôle. Et ça, franchement, il y a que Scotty Young, enfin pas que Scotty Young, mais Scotty Young c'est un maître là-dedans. Réussir à t'amener un petit côté un peu mignon, touchant, façon Daniel Warren Johnson encore une fois, mais avec un dessin qui est à la limite du gore, mais qui reste toujours politiquement correct. Et même si la symbolique est très forte, genre tu tues des étoiles et elles perdent du sang, et quand ça c'est au tout début de l'histoire, je vous spoil rien, mais quand elle tue les étoiles, et les étoiles s'écrasent par terre, vraiment comme des merdes, et s'éclatent par terre, et qu'elle commence à avoir des gerbes de sang qui sortent de ces petites étoiles là avec les regards attristés de la mort, hein. Elle voit quand même la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment horrible. Et en fait ça reste mignon, ça reste marrant quoi. Et tu te dis mais c'est tellement saugrenu que ça marche. Donc franchement j'ai passé un excellent moment. Là vraiment je vous conseille à toutes et tous de foncer dessus, même si vous pensez que c'est pas trop pour vous, vous allez être embarqué dans le bordel et vous allez attendre qu'une chose, d'ailleurs à la librairie pour choper le 2e tome. Parce que franchement Hate Fairylands dans ce format magnifique, acidulé, bien rose, qui encore une fois n'est pas courant dans ta bibliothèque, rempli de noir, rempli de blanc, voilà, et là t'as du rose frérot, ça fait plaisir, le rose s'impose. Suivant. Oula, hop, on va parler de la
troisième œuvre tout de suite, sans perdre plus de temps, beaucoup moins drôle, hein, beaucoup moins marrant. Bon bah ça tombe bien que j'ai un petit club Havana sur la tête parce qu'on va parler d'alcool. Une œuvre sortie chez Casterman, 15,99€, 144 pages, sortie le 7 janvier 2026. C'est un service presse, messieurs dames, je préfère vous prévenir. L'addiction, s'il vous plaît, de terreur graphique, confession d'un alcoolique qui se soigne. Cette personne, c'est un témoignage, clairement. Cet auteur nous a fait un témoignage de sa vie et de son combat contre l'alcool. Entre humour, douleur et lucidité, terreur graphique raconte son combat contre l'alcool et met à nu l'héritage, les blessures et la quête de soi. Un récit sincère, drôle et bouleversant. Je ne suis pas un homme, je suis un chien. Un chien de la casse, un chien qui boit, un chien qui a bu, un chien qui boira. Pour l'interrogation, un alcoolique qui ne veut plus l'être. Va-t-il réussir à s'en sortir vraiment, totalement, de l'alcool? On va dépeindre en fait des gens alcooliques, mais pas des gens. C'est-à-dire que les gens non alcooliques sont des gens, et tous ceux qui boivent sont des chiens. Et on voit l'arbre généalogique qui est ici. C'est un dessin très particulier. Alors je sais pas si c'est du lavis ou de l'aquarelle ou j'arrive pas à comprendre un peu la technique, mais c'est très très beau. Il a un dessin très très beau. En tout cas, c'est un truc à l'eau. Hein. C'est quelque chose où il y a de l'eau, c'est sûr. Et franchement, j'ai trouvé ça mortel parce qu'il y a énormément d'humour en fait dans ce sujet dramatique. C'est un bouquin où tu rentres dedans en te disant, avec un petit peu de scepticisme, où tu te dis, je sais pas si j'ai besoin de lire un truc aussi comme ça. Est-ce que je sens que ça va être lourd en fait à porter, surtout que si comme moi il y a des histoires d'alcool dans la famille et tout. Tu te dis, est-ce que j'aurais vraiment envie de lire ça maintenant? Est-ce qu'il existe un bon moment pour lire ce genre d'œuvre là? Puisqu'en fait, que ce soit la drogue, que ce soit le suicide, l'alcool, que ce soit les sujets un peu graves comme ça, les féminicides, tout ça, est-ce que c'est vraiment à part pour s'informer quand t'as vraiment envie de connaître un sujet en profondeur, est-ce qu'il y a vraiment un moment pour lire des œuvres comme ça qui te touchent, des œuvres sociales qui te font du mal? Eh bien moi oui, j'ai aucun problème là-dessus, même quand ça va pas trop, ça me dérange pas de lire des œuvres comme celle-ci qui vont un petit peu te dépeindre ce que c'est que l'alcool. Et qu'est-ce que l'alcool dans notre société? Comment les gens voient l'alcool? Est-ce que le côté addiction est pas un petit peu caché en France, puisque l'alcool est une tradition en France? On a vraiment un parcours en tant que Français qui est jonché de produits du terroir, très alcoolisés. Et en fait, on t'explique un petit peu si oui ou non des gens, cette personne-là en tout cas, va réussir à sortir un petit peu des carcans et essayer de bifurquer un petit peu sur les codes pour éviter de retomber dans des travers qui sont et qui seront à terme fatales. Il y a personne, je connais personne qui m'a dit putain, j'ai tapé de la coke depuis l'âge de 14 ans et je vais très bien. Non, mais c'est pareil quoi. J'ai bu 5 bouteilles de rosé du matin au soir pendant 30 ans et mon foie il va bien quoi. Non, évidemment que l'alcool à outrance, les addictions, le côté la maladie hein, en fait simplement, évidemment que c'est dangereux pour la santé et lui il a envie de s'en sortir parce qu'il est au fond du trou. Mais tu vas voir que le fait de se réveiller le matin avec une gueule de bois, c'est le pire truc du monde, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que ce serait pas pire d'essayer d'arrêter et de ne pas avoir d'avoir ce manque en fait? Et tu vas suivre ce chien. Donc ce chien, cet artiste, hein, tout est à peine déguisé évidemment, mais tu vas suivre sa vie avec les différents copains de Lich, avec les soirées où tu te rappelles pas trop, dans son domaine artistique, professionnel, qu'est-ce que ça a causé comme problème, dans son côté social, que ce soit avec des amis, avec les couples, avec les gens qui fréquentent et tout, et côté pécunier aussi, et puis le rapport que ça explique par rapport à sa famille. Je trouvais ça génial, il y a énormément d'écrits, c'est très 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 bien renseigné, et il y a des jeux de mots à chaque page. Si vous êtes un aficionados du jeu de mots, il faut absolument y aller. C'est fou, en fait, il y a que ça. Je sais pas comment il fait pour avoir autant de culture. Si, il se cultive, quoi, il est cultivé, le mec. Mais en vrai, je sais pas comment il fait pour avoir mis tout ça. Alors, que ce soit pour les rockers et tout, alors j'ai trouvé ça génial. Il y a un passage sur les stars du rock, sur les stars en général, qui est incroyable. Il y a son aspect très touchant par rapport à sa famille, qui plus est son père. Et puis, il y a le côté, mais c'est à moi, rends-le-moi, gros joufflu, mon précieux, tu sais, par rapport à l'alcool et tout. Je viens de citer une référence sans faire gaffe. Il y a des références partout, que ce soit aux films, aux séries, aux dessins, aux cartes Magic. Il y a même le livre dont vous êtes le héros qui s'est réintitulé Ivre, dont vous êtes le héros. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il faut le découvrir, il faut connaître son parcours. Je vais pas vous expliquer par quoi il a traversé parce que c'est justement le but même de cette bande dessinée là. Et tu vas voir à la fin, la fin est très touchante. Et très bien écrite. Les dessins, j'étais en train de me dire au début, mince, c'est peut-être c'est ceux qui aiment pas trop Jeff Lemire et tout, ils se disent, ouais, c'est peut-être encore plus indé que Jeff Lemire. C'est le cas. Mais franchement, c'est hyper bien dessiné et ça passe tout seul. Et cette espèce de dualité entre le bleu, cette bichromie c'est pas une bichromie exactement parce qu'il y a beaucoup plus que du bleu et du orange. Il y a énormément de touches de ces deux couleurs-là et ça marche très très bien. C'est très drôle. Réussir à rigoler sur un sujet aussi dramatique que celui-ci, c'est touchant parce qu'en fait, tu sens qu'il y a mis beaucoup de sa personne là-dedans et en fait t'apprends simplement que cette personne-là, donc Terreur graphique, désolé j'ai pas le pseudo depuis tout à l'heure, mais Terreur graphique, tu sens qu'il a dû faire un énorme travail sur lui-même avant de pouvoir commencer à faire cette bande dessinée là. Tu vas comprendre que par
par là où il est passé pour écrire ça, les rechutes évidemment, est-ce qu'il y en a eu beaucoup ou pas, et est-ce qu'il a vraiment réussi à arrêter à la fin et tout. Chapeau, parce que déjà pour ce qu'il a fait pour lui-même, c'est génial, et puis de nous partager ça, franchement c'est cool, parce que comme je vous ai dit plusieurs fois, moi l'alcool c'est mon petit vice en fait. Attends, non, Vierge, attends, il y a le patron qui vient de dire une dinguerie. Oui, je vais faire une apparition, je te fais un clin d'œil, voilà. Ouais, ça marche, on se voit ce soir, ton mari il est... Super, très bien, ça marche. Allez, ouais, toi d'abord, non, d'accord, non, à 3 tous les deux. Non, à toi, 1. Oh, merde. Petit vice. Il vient de dire petit vice. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un boire une girafe avec une narine? Eh ben lui, il l'a fait devant 20 témoins. Ah non, mais voilà, hein, c'est plutôt un énorme vice de 16 mètres de long. Hein. Non, bon, c'est mon patron, mais ouais, quelque part, il ferme un peu sa gueule. Il commence à me casser les noisettes. Oui, Vierge, Oh, bonjour, monsieur Mills. Oui, vous allez bien? Oui, très bien. Je suis dessus, ouais, c'est en très très bonne vidéo. Ouais, très très bonne vidéo. Bah avec ça, ils vont commenter, booster, liker, partager la vidéo, c'est évident. Hein? Ouais. Booster, ouais. Faut sweeper à gauche. Ouais, ils commencent à comprendre, je pense. Ils sont pas non plus totalement... Bah, il y en a 2-3 quand même. Ah, non, mais voilà. Très bien, bah ce sera fait. Très bien. Ah, j'entends Roger derrière, vous êtes chez Huguette, là. Ouais, bah à la vôtre. Hein. Ouais, vous avez bien raison. Hein, il faut bien se détendre de temps en temps. Avec toutes ces lectures, c'est vraiment pas une vie facile, hein. Bien sûr. Oui, voilà. Des heures... Ce soir, je peux faire des heures sup, pas de soucis. Ouais, j'avais juste un rendez-vous avec une copine à moi et... D'accord, très bien. Ça marche. Et ben, je vous souhaite le meilleur. Merci, Mills. Merci beaucoup. Non, vous. À 3. 1, 2, 3. Oui, bah c'est bon. Je vais pas dire que j'ai pas de problème avec l'alcool parce que ce serait clairement dire que j'en ai un, clairement. Mais oui, j'aime bien boire un coup avec les potes le week-end. Voilà, mais avant, quand j'étais plus jeune, c'était plus que le week-end. Et donc du coup, je me suis retrouvé aussi un peu là-dedans. Et côté familial surtout. Côté familial où là, vraiment, j'ai pigé énormément de choses. Ça s'est confirmé avec cette bande dessinée-là. C'est vraiment d'utilité publique ce truc. L'addiction, s'il vous plaît, c'est vraiment une œuvre touchante, drôle, et qui peut faire passer quelques messages avec sous le ton de l'humour, quoi. Si toutefois on arrive à passer la barrière du dessin qui est très spécifique, vous l'avez vu. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai beaucoup aimé. Ça parle de rock en plus, donc moi qui suis fan de rock, la famille, la pop culture, il y a vraiment le côté geek. C'est l'histoire d'un geek en fait, clairement. C'est l'histoire d'un geek et j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai adoré. Donc je vous recommande chaudement. C'est une lecture beaucoup moins drôle que I Hate Fairylands. Vous inquiétez pas, après on va rigoler, mais on va repartir dans le sombre après, et on va mais on va repartir dans le sombre quand même après. Mais celle-ci, franchement, c'est le juste mélange des deux. C'est-à-dire que le sujet, le fond est vraiment sombre, mais la forme est très bien exécutée, très drôle. Chapeau à Terreur Graphique, bravo à Casterman d'éditer ce genre d'œuvre. Et l'addiction, s'il vous plaît, foncez. Ah, c'est quand même mieux que de la lumière. Ah, désolé, je vous ai un petit peu menti. Toutes les œuvres qui vont arriver après, c'est quand même pas fun, hein. C'est pas très drôle, voilà. Ou alors, si vous rigolez avec l'œuvre que je vais vous présenter là, c'est qu'il y a un petit problème. Il faut aller voir des gens compétents, parce qu'on va parler tout simplement de l'esclavagisme. Voilà, je vous avais dit, c'est pas très drôle. Cette œuvre est sortie le 14 janvier 2026, elle coûte 16 € seulement. Elle est sortie chez Glénat, elle est très bien éditée chez Glénat. Et le premier tome, alors c'est un deuxième tome, mais c'est une série de 3 bouquins en one shot. Voilà, le premier tome c'était celui-là, c'était Quelque chose de froid que je n'ai pas lu, dans la collection 3 touches de noir. Le second tome que j'ai lu donc, qui se passe pas du tout dans la même région et à la même période, hein, toujours dans la collection 3 touches de noir, c'est Au Sud, l'agonie, de Pélaez et Labiano. Et le troisième tome, ce sera Comme un canari dans une mine de charbon. Voilà, que des titres qui donnent envie de danser, de faire la fête, allez. Pas du tout. De quoi ça parle, en fait? J'ai adoré, hein, là je vous le dis, j'ai clairement adoré. Assez verbeux, très condensé, mais terriblement efficace, et puis c'est clairement une carte postale d'une période dans une région, voilà, on est en Georgia, en 1926. Sous le soleil écrasant du sud, dans cette région où l'on regrette encore l'abolition de l'esclavage, comme des bons gros racistes d'américains de la fucking ice de fils d'up qu'ils sont, le pasteur Lear dirige la ville de Savannah d'une main de fer, il bâtit ses fidèles dans la rivière, tout en prêchant la haine, veillant à ce que les blancs ne se mélangent pas aux noirs, mais certains refusent de s'y plier, comme Zachary Daniel, jeune métis fier et fondateur, et quand un lynchage de plus fait couler du sang, Jonathan David, agent du FBI,
Alors c'est pas le FBI, hein. À l'époque ça s'appelait pas comme ça parce que c'est juste avant le FBI. C'est un agent du bureau of the investigation. Voilà. Ah, the investigation. The calms him down now! Put your hand in your pocket here! On est vraiment sur le FBI avec ses enculés. Putain, je suis énervé avec ça. Je suis désolé, je suis énervé avec ça. De quoi ça parle? On l'a dit. Voilà. Mais de quoi ça parle concrètement? Zachary, un jeune métis, va un petit peu foutre de l'eau, de l'huile sur le feu, hein. De l'eau, ça éteindrait juste le feu. Il va foutre un petit peu de l'huile sur le feu puisqu'il va, pendant une séance de baptême dans la rivière, un petit peu froisser le pasteur qui est une vraie merde, hein, on va pas se mentir, et qui mène, comme vous l'avez entendu, son village d'une main de fer. Et en fait, ce jeune métis, lui, il est pour l'égalité parfaite, il est pour la liberté. Donc quand il y a quelque chose qui va pas, bah il le dit. Et là, clairement, le pauvre mec qui s'est fait tabasser et pendre haut et court, il a quand même l'impression que tout le monde s'en branle un peu de ce qui s'est passé, et c'est pas normal. Il va donc plus ou moins aider ce bon vieux Jonathan David, l'agent du FBI, sera plus simple. Et du coup, ils vont essayer d'enquêter sur ce qui s'est passé. Tu rajoutes à ça des anciens producteurs de coton ou autres, de grandes entreprises, hein, qui avaient des esclaves comme une marchandise, hein, mais ça se passait comme ça, y a pas de problème. Et ces gens-là se sont vus du jour au lendemain perdre les droits qu'ils avaient sur ces gens-là. Et ces gens-là, maintenant qu'ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent avec et ils se baladent où ils veulent. Alors où ils veulent, non, parce que vous avez bien entendu que la couleur est une tare, parce que quand t'es noir dans cette période-là, aux États-Unis, même si maintenant c'est toujours un peu le cas, eh bien effectivement, tu t'es pas libre de faire ce que tu veux, quoi. Et franchement, cette enquête, c'est un thriller, ça commence par un thriller un petit peu, mais c'est une enquête de polar une enquête policière en fait, mais qui va soulever énormément de points sur le droit à la sexualité, qu'elle soit différente ou pas, le droit à la sexualité par rapport à des personnes qui sont pas issues de la même ethnie, dirait-on, et puis ou de la classe sociale. Donc l'amour en fait, l'interdiction de l'amour et d'aimer. Et franchement, l'enquête elle se passe toute seule, c'est assez conséquent. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations et les dessins de Hugues Labiano sont très très beaux. Voilà, c'est du franco-belge, mais il y a un petit ton sépia qui nous fait un ton sépia, mais tu vois ce que je veux dire, qui nous rappelle un petit peu la chaleur de la Géorgie de cette époque-là, et même toujours, hein, ce qui fait, il va faire de plus en plus chaud, je vous le dis, voilà, tout simplement parce que réchauffement climatique. On voit que la société est en plein changement, il y a le parti communiste qui est en train de monter, il y a des gens un petit peu plus progressistes, il y a des coups montés, tu vois, et puis toute cette histoire avec ce prisonnier qui s'est échappé. Non, c'est très cool, il faut vraiment s'accrocher, c'est pas une lecture simple, on peut appeler ça une lecture exigeante, faut pas louper une case, faut pas louper une page, faut pas louper un détail dans la case, mais c'est pour les lecteurs qui aiment un petit peu se creuser le citron, et franchement ça marche très très bien. Il me tarde donc, je vous conseille celle-ci évidemment, mais il me tarde, putain j'arrive pas à parler. Il me tarde donc de lire cette première œuvre qui est Quelque chose de froid, du même auteur et du même dessinateur. Je pense que je vais kiffer également cette période, je vais kiffer cette histoire. Je sens que voilà, là celle-là elle se passe dans l'Ohio en 1936, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Allez, on va pas perdre beaucoup plus de temps, il y a encore 3 œuvres ma petite perruche, c'est parti. Mon de Dieu, ça fait du bien. Bon, dernière œuvre un peu marrante, après les autres sont un tout petit peu mélancoliques, voire sombres, voire deep de ouf. Cette œuvre que je vais te présenter, elle est sortie le 15 janvier, elle coûte 2026, elle coûte 25 balles, elle est sortie chez Comics Initiative. C'est un pur moment de détente avec The Holy Roller, de Andy Samberg, Rick Remender, rien que ça, Joe Troman dans Fall Out Boy, et voilà, Roland Boschi et Moreno D'Inicio. Voilà, Comics Initiative qui nous propose encore une fois une œuvre coup de poing, une œuvre hyper bien édité franchement, pour la pagination et l'objet livre que c'est, 25 €. C'est une pépite incroyable. Vraiment, The Holy Roller, c'est un souffle antifasciste. Voilà, on y retourne encore, je suis désolé, mais c'est un vrai souffle antifasciste. On va suivre un mec qui s'appelle Levi, je crois, Levi Cohen, voilà, donc il est juif, son père est juif, et il va devoir se barrer un moment, parce que c'est un hommage au Big Lebowski, déjà, rien que ça. Il va changer de vie du jour au lendemain et partir sur des espèces d'escales avec Greenpeace sur un bateau. Il vit dans un petit village, hein. Il vit dans un tout petit village, à Clovell, dans l'Ohio, en 1986, voilà. On voit ses parents qui sont à fond dans le bowling, joueurs pro et tout, et tu sens que c'est leur vie, le bowling, c'est clairement leur vie. Ils aiment jouer, ils aiment passer du temps là-bas, et tout le monde est un petit peu cohérent, à part le responsable de ce bowling-là, qui est un peu un fils d'up, qui lui pense qu'à la thune et n'aime pas trop les personnes de confession juive. Et du coup, le gars va changer de vie, tu sais pas pourquoi. Tu te rends compte que, donc on est quand même 30 ans plus tard, hein, il est sur un bateau, et même le responsable de ce bateau-là va tout simplement lui faire comprendre que, façon Paul Watson, bon écoute, tu fais rien sur le bateau, hein. En fait tu fumes des joints, et tu ne branles que dalle. Donc en fait, c'est bien beau de t'engager pour Greenpeace, mais en fait,
tu sers à rien, donc tu vas dégager. Et en plus de ça, ton père est malade, il a un cancer, donc tu vas devoir aller tout simplement le voir, quoi. Parce que bah je le respecte, ton père, et tu devrais en faire de même. Voilà, tout simplement. Il va arriver dans un taxi où il va parler un petit peu de la synagogue qui a été transformée en espèce de magasin et tout, et le chauffeur de taxi lui dire: mais dégage de mon putain de véhicule, toi. Donc tu sens que le mec est un petit peu raciste, pas très ouvert, pas très flexible. Donc du coup tu te dis bon ok, lui il est raciste, très bien. Il arrive chez lui et tout, et là il va se faire emmerder. Il va rencontrer son père qui est hyper touchant et tout, et en fait il va se rendre compte que toute la ville, un peu comme le reportage sur Arte où tu te rends compte qu'il y a un gars qui est parti en Erasmus dans une petite ville américaine, et qu'en fait sur Facebook il se rend compte que tout, ça c'est la vraie vie, que tout c'est les gens qu'il a appréciés, les gens qui l'ont accompagné, qui l'ont emmené à l'école, les gens qui l'ont, voilà, tous ces gens-là sont devenus trumpistes et complètement racistes, quoi. Et donc du coup il retourne là-bas 20 ans plus tard, un truc comme ça, pour savoir pourquoi ça a dérivé, pourquoi ça a changé. Et ben on est complètement là-dedans. Voilà, on est sur un basculement vers la connerie d'un pays comme les États-Unis, et en fait bah voilà, c'est totalement c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est totalement dans l'actualité, quoi, malheureusement. Donc en fait il va tout simplement se faire emmerder par l'ancien propriétaire du bowling là, c'était une espèce de petite concurrence quand ils étaient jeunes, les deux gamins, tu vois. Et puis bah en fait quand il va revenir 30 ou 35 ans plus tard, et bah il va quand même se faire emmerder directement par ce gamin là, et il va y avoir une baston, et cette baston va partir complètement en steak, puisqu'il va se servir de sa boule de bowling que son père lui a filée pour lui éclater la face. Sauf que une boule de bowling, je sais pas si vous l'avez pris sur le pied déjà, et bah ça pique. Ça pique. Et du coup, ça va passer aux infos et tout, par rapport aux caméras de surveillance, et fait putain merde, il va être recherché et pourchassé par des nazis. Il va se rendre compte que bah, les gens qui le pourchassent sont des gros nazis, et que la police est complètement pourrie par rapport à des gros investisseurs qui ont beaucoup d'argent, peut-être d'ailleurs des gens qu'il a connus quand il était plus jeune. Et vraiment, c'est totalement macam. C'est-à-dire que défoncer du fumier de façon très sanglante, parce que quand tu prends une boule de bowling dans les dents, bah t'as plus de dents, hein, voilà, boule de bowling 1, dents 0, et il va enchaîner les galères, il va y avoir des espèces de sévices matériels et physiques sur eux, et c'est génial, voilà, c'est génial, la fin est touchante, franchement la fin je l'ai vu venir, voilà, mais je m'en fous, j'ai passé un tellement bon moment que bah ouais, j'ai adoré, quoi, j'ai adoré. Et puis les méchants sont vraiment méchants, tu vois, les nazis c'est vraiment des gros nazis, alors il n'y a pas de nazis gentils, hein, rassurez-vous, mais là c'est vraiment le cliché du nazi mauvais, méchant, qui même face au handicap n'arrive pas à accepter la faiblesse, et là vraiment tu déploies tout un aspect dégueulasse, horrible, gerbant, enfin il y a quelque chose de terriblement furieux chez eux, quoi. Et lui, bah lui qui était un branlos qui se fumait des spliffs sur un bateau Greenpeace, et ben tu vas te rendre compte que ce gars-là va devoir prendre ses responsabilités et peut-être mettre un peu les mains dans le cambouis pour aider son pathos et même d'autres. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui se font emmerder pour leur couleur de peau, pas uniquement pour leur religion, voilà, parce qu'il y a peut-être un mec dans une épicerie qui est asiatique et qui tient un petit magasin de nuit, bah il va se faire emmerder par les skinheads, et puis t'as un couple de Renois dans un parc qui va se faire emmerder. Tu vois, les mecs sont cool, en plus ils sont là, ils ont rien demandé, tu vois, et ils viennent se faire emmerder par ces connards qui leur cherchent la merde, et vu que les gens sont plus intelligents que ces teubés de racistes, et ben tu vas te rendre compte, ça va les énerver, ça va partir en couille. Heureusement, le Harley Rotter est là pour leur péter la tronche. Alors ça part en steak, hein, les boules de bowling, c'est pas juste des boules de bowling, ou d'un moment t'as les boules de bowling fumigènes, des boules de bowling à gravité, des boules de bowling avec des pics, des petites boules de bowling miniatures qui balancent dans la gueule comme des batarangs. Bref, c'est complètement déjanté, le dessin est terrible, vraiment c'est hyper dynamique, j'ai adoré moi de bout en bout. C'est pas si régressif que ça, tu vois, c'est pas si régressif que ça, alors que vraiment tu peux tenir l'histoire sur un post-it, hein. Il y a un mec qui va se faire emmerder avec des nazis, il est juif et il adore le bowling, il va se déguiser en super bowlingman, quoi. Tu vois, et vraiment la fin elle est hyper réussi, le début, l'installation de tout le lore de ce personnage-là et de sa famille, c'est vraiment touchant. Son père est hyper touchant, l'aspect amical qu'il y a avec son meilleur pote et son père, ça a marché à fond. Enfin bref, c'est vraiment hyper efficace. Il y a un petit côté what the fuck à la fin quand il s'agit de faire équipe, tu vois, avec d'autres personnes. Je vous conseille à toutes et tous de lire The Harley Roller, parce que c'est vraiment une partie de détente, comme si tu faisais une partie de bowling avec le duc, quoi, tu vois. Si avec un argument comme ça je t'ai pas convaincu, je peux pas te dire mieux, ma perruche. J'étais un peu possédé, désolé. Pardon. Non, parce que là, on va parler de tout ce qui est un peu possession, tout ce qui est un peu exorcisme. Et je sais pas si vous, ça fait pareil, mais moi, je flippe de ouf par rapport à ce sujet-là. Tout ce qui est esprit, possession, exorcisme. Ah, j'y crois tellement. J'ai l'impression que c'est vrai. J'ai vu des trucs, j'ai lu des trucs qui font un peu bader sur le corps humain, sur le cerveau. On sait pas tout. Voilà, on sait pas tout. On ne nous dit pas tout. Hein? On sait jamais, quoi, je veux dire.
des reptiliens. Enfin bref, tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est une œuvre sortie chez 404 Graphiques, encore une fois, qui est sortie le 29 janvier 2026. Ça coûte 24,95 €, et voilà. Évidemment, et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous, une œuvre qui, aux États-Unis, était sortie chez Boom, il me semble, si je suis pas fou. Oui, Boom Studio, c'est ça. Moreno et Jakub Reveka au dessin. Waouh, je crois que c'est le plus beau travail de Jakub. Déjà, l'œuvre est magnifique, 404 Graphiques, on est d'accord, même si je trouve que c'est quand même, je vais pas dire brouillon, que je voudrais pas me fâcher avec des gens que j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est un choix pertinent, puisque dans la collection 404 Graphiques, eh ben nous ne l'avons pas encore eu, cet aspect un petit peu cryptique. Tu te rapproches, tu vois, du bouquin pour savoir vraiment si y a merde, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi en fait, qu'est-ce qu'il nous propose là en fait, voilà. Donc on voit un prêtre, on voit tout ça quoi, enfin un père, le père Barrera. Le père Barrera est en disgrâce, hanté par son rôle dans la mort tragique d'un enfant. En gros, pendant le baptême d'un gamin, bon bah tu lui mets la tête dans l'eau, peut-être qu'à ce moment-là, alors c'est les premières pages, peut-être qu'en mettant sa tête dans l'eau, il l'a pas relevé assez vite. Voilà. Donc ça c'est la boulette, devant les yeux effarés de ses parents. Donc autant te dire que c'est un peu la boulette. En pénitence donc, il est exilé sur l'île reculée de Puerto Cristina, en Amérique du Sud, pour devenir l'apprenti de l'énigmatique père Stygian, un exorciste controversé, généralement formé au Vatican. Ce n'est pas le cas de Stygian, qui a sa propre manière de traiter avec des démons à l'aide de méthodes datant d'avant même la fondation de l'église, c'est te dire. Donc là, on est clairement sur un mec qui va, de toute manière, être obligé d'aller exorciser des gens, des enfants, des femmes, que sais-je. Faire de l'exorcisme avec un mec qui a des méthodes vraiment très drastiques, très chelou, et un aspect qui est un peu mystique autour d'un hôpital et d'un patient dans un hôpital. Et on va suivre cette histoire. Alors c'est non-stop, ça ne fait... Il n'y a pas de contemplation réelle, c'est une fuite en avant, mais à chaque fois, ça s'enfonce dans la noirceur et l'abîme de la noirceur humaine, de côté monstrueux de l'homme évidemment, mais même du côté un petit peu de ce qui est à côté de l'homme. C'est-à-dire de tout cet aspect mystique, de tout cet aspect cauchemardesque. On est vraiment dans les limbes de l'humanité, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Il y a une scène qui est incroyable au tout début où tu vois le père Stygian là qui lui arrive chez quelqu'un et qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui déconne et c'est complètement dingue. Voilà, cette histoire est incroyable. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que le simple fait de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va être apprenti d'un exorciste qui a des méthodes assez particulières en lien avec un lieu, je vous en ai dit suffisamment déjà si tu veux. L'histoire se lit très très bien. Je vais partir sur les dessins de Jakub Reveka. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai jamais vu un dessin aussi stylé de sa part. Il y a toute une histoire avec un cheval ou une jument, je crois, c'est une jument, avec le mâle qui essaie de s'éveiller au sein même de l'animal, pour ceux qui l'ont lu, où vous allez juste halluciner. Il y a tellement de vices dans le regard des personnages qu'il dépeint que ça fait flipper. Accrochez-vous, soyez prêts. Enfin, c'est merveilleux. Toute cette couleur avec des grandes majorités de rouge et de noir, un espèce de un petit côté pourpre qui me fait un petit peu bader personnellement. Et à la fois, il y a cette dichotomie avec le bleu qui est magnifique, qui est majestueux, mais toujours un peu grisonnant dans les décors, dans ce que ça amène dans les paysages. C'est-à-dire qu'on est quand même en Amérique du Sud, mais il fait quand même jamais vraiment trop beau, tu vois. On est toujours plongé dans le darkness. Comment c'est possible que à chaque fois que 404 Graphiques sort une putain d'œuvre, je kiffe, quoi. C'est-à-dire que là, c'est une des grosses claques de ce début d'année pour moi. C'est gore as fuck, mais alors quelque chose de mignon. Comment dire, il y a des gens qui font des choses parce qu'ils ont pas le choix de le faire, même si c'est démoniaque. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, c'est pas qu'ils ont pas le choix, hein. On a toujours le choix. Pour mener à bien, voilà, une quête, un objectif, et ben on n'a pas trop le choix parfois que de faire faux bond aux gens qui comptent sur nous. Je sais pas comment vous allez le prendre ce truc-là, hein. Je parle pas de ma vie, attention, je parle de ce bouquin. Ce père énigmatique qui a des méthodes qui datent d'avant l'église, eh ben cette personne-là est très mystérieuse. C'est vraiment le côté je vais pas te prendre par la main, tu me suis, tu restes derrière moi, tu la fermes, tu me laisses faire, tu vois. Et lui, il est censé apprendre là-dedans, sauf qu'il lui dit pas grand-chose, il reste très cryptique. C'est un personnage qui est terriblement bien caractérisé, quoi. Il est vraiment bien réussi. Et puis même le personnage principal, Barrera, j'ai trouvé que ce personnage n'était pas du tout le personnage principal, en fait. Le personnage principal, je ne sais pas, je vois ces personnages-là comme une entité positive qui agit de façon négative parce que moins et moins égale plus, tu vois. Et je vois des entités maléfiques qui forment un grand tout
et tu vas comprendre que peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Donc j'ai pas les références pop culturelles auxquelles ça se rattache ou quoi que ce soit, parce que moi et l'horreur, bon malheureusement je suis pas assez calé parce que je suis comme ça quoi. Mais il y a des scènes qui sont totalement incroyables quoi. Jakub Revelka, j'ai vraiment, je vous le dis, c'est pour moi son meilleur travail, voilà, tout simplement. C'est son meilleur travail et je suis trop content de voir que, ouais, il nous a proposé un truc de fou. J'ai l'impression qu'il s'est quand même bien éclaté. J'ai l'impression qu'il s'est lâché complètement sur les dessins. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Je peux pas trop vous en dire parce qu'il y a des protagonistes qui vont débarquer. T'as l'impression que jamais personne n'est là pour t'aider entièrement dans cette histoire. Il y a toujours quelque chose d'une part d'ombre dans chacune de ces personnes-là qui fait que ça peut te mettre des barrières ou non. Dans tous les cas, cette œuvre est fameuse. Voilà, vraiment, procurez-vous cette œuvre si vous aimez le côté un petit peu christique, un petit peu, enfin christique, hein, justement, l'inverse, ce petit côté un petit peu, ça traite de la religion, mais l'aspect noir de la religion, tu sais, l'aspect, le malin, quoi, c'est dégueulasse, quoi, ça se touche, ça colle, ça pue, ça sent le soufre, quoi, il y a un truc qui va pas, mais, et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous, excellent titre d'ailleurs, j'ai adoré cette œuvre, donc bravo au scénario, bravo au texte, bravo à la traduction était exercée par qui, et c'est toujours intéressant de le dire, par Laurent Casey, voilà, tout simplement. Et évidemment, Marie-Paul Noël à la relecture, lettré par Becca Carey. Ok, très bien. Eh bien écoutez, bravo à toute l'équipe, bravo à 404. C'est une pépite que vous devez posséder. Vous avez 1 an pour la lire et la mettre dans les meilleures lectures de l'année, en fait. Ah non, mais je pense déjà à ça, parce que cette œuvre, elle m'a mis une tarte. Bah comme l'œuvre qui va arriver juste après, de toute façon. Bon, et ben c'est le dernier titre de cette sélection de la semaine. Sacrée semaine, on va pas se mentir. Alors là, c'est la meilleure œuvre que j'ai lue de ma semaine. Voilà. Alors on était vraiment ex aequo avec celle du juste avant, mais là, ouais, parce que une œuvre incroyable par un auteur incroyable. D'ailleurs, regardez-moi ça, messieurs dames. Oui, vous ne rêvez pas. Jacques-Joseph Soudeur Sous-Marin est arrivé. Ça y est, c'est bon, il est là. Il est en 7e position, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vraiment trop aimé cette œuvre, elle a fait tellement résonance en moi, c'était complètement fou, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Et ben on retrouve Jeff Lemire là aussi. On retrouve Jeff Lemire. Delcourt a sorti en France le 29 janvier 2026 pour 17,50€ la première partie de Minor Arcana de Jeff Lemire par l'auteur de Sweet Tooth. C'est lui aussi qui a fait Sex Country, c'est lui qui a fait Comics Detective, c'est lui qui a tout explosé partout où il passe en fait. Je suis tombé en amour de cette œuvre, mais c'est complètement fou. Je sais que l'ami Néo, le petit néophyte, avait adoré cette histoire en VO. C'est aussi sorti chez Boom, il me semble, aux États-Unis. Ouais, Boom Studio aussi. Et édité par Delcourt, évidemment. Comment vous dire? C'est Teresa, la fille d'une voyante au pouvoir psychique discutable, revient à contre-cœur dans sa petite ville natale pour s'occuper de sa mère malade. Teresa, tu sens qu'elle a un passif qui est assez compliqué. C'est une rebelle née. C'est une fille qui est un petit peu écorchée, qui a les nerfs à vif. Elle débarque chez sa mère, qui tient un cabinet de voyance, et elle trouve que sa mère, c'est pas cool ce qu'elle fait, puisque pour elle, c'est du charlatanisme, c'est se foutre de la gueule des gens. Et sa mère lui explique tout simplement que elle est malade, donc elle va avoir besoin d'elle. Et elle lui explique tout simplement que, écoute ma chérie, je suis désolé, mais ce que je fais, c'est pas inutile. Il y a des gens qui ont besoin, même si ce que je fais, c'est un peu de l'esbrouf. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un contact avec des personnes qu'ils ont perdues. Ils ont besoin de savoir où ils vont, est-ce qu'ils doivent prendre tel ou tel choix, et que c'est vraiment consciemment bénéfique pour les gens. C'est-à-dire que oui, ils donnent de l'argent, oui, je leur raconte quelque chose dont je ne suis pas sûr, mais je peux leur donner des clés pour qu'ils aient confiance, en fait, tout simplement. C'est ça l'essence même de ce métier-là. Sa mère se réveille une fois tous les 3 matins à l'heure, parce que avec le cancer et les traitements assez lourds, tu te rends compte que c'est une femme qui a quand même pas mal bu, qui a pas mal fait la fête, qui fume encore et tout. Alors elle est en plein traitement de chimio et tout, et donc sa fille, elle est un peu écorchée vif, elle retrouve des anciennes personnes qu'elle a fréquentées dans cette petite ville, et puis peut-être ses premiers amours aussi. C'est fou parce que j'ai l'impression que ça se passe exactement dans le même univers que Jack Joseph, quoi. Les dessins m'ont immédiatement ramené dans ce village-là côtier. Jeff Lemire, décidément, je suis fan de son dessin. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Ça y est, à l'époque, j'avais un tout petit peu de mal au tout début, je commençais les comics, et ça y est, je crois que je vais passer vraiment le cap et tout lire ce qu'il a fait parce que c'est de la pure frappe, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. Je crois que c'est l'œuvre que j'ai pas préférée de Jeff Lemire pour l'instant parce qu'elle est pas finie, mais ça pourrait l'être clairement. Mais c'est surtout que les dessins sont hyper subtils là. Il y a beaucoup plus d'émotion dans les visages. La caractérisation, le chara design des personnages est très très stylé. Vous voyez sa mère quand elle enlève sa
sa perruque et tout, parce qu'elle essaie de garder la face à tout le monde et tout, et ça c'est hyper touchant. Et un jour, en fait, alors qu'elle est au cabinet de sa mère, il y a une dame qui vient la voir et qui dit j'ai rendez-vous avec ta mère en fait, et j'ai besoin de rentrer en contact avec mon ancien copain et tout. Et elle dit ben non, c'est mort en fait, je vais pas le faire moi, ma mère est pas réveillée, barrez-vous. Mais je vous paierai le double. Elle a tellement besoin de thunes, tu sens qu'elle a besoin de thunes, qu'elle va jouer le jeu et essayer de mimer la possibilité de voir l'avenir ou de voir dans un pays, dans un au-delà en fait. Il va se passer quelque chose avec la boule de cristal et elle va se voir attribuer des dons de voyance. Et donc du coup, voilà, on la voit à ce moment-là, elle est complètement ébahie, elle hallucine, et elle arrive directement dans un espèce d'énorme hôtel, au bord de la côte, quelque chose d'assez triste. Il y a vraiment ce côté-là de zone industrielle chez le Jeff Lemire, d'esplanades rocheuses, caillouteuses, des grands horizons hyper lisses, avec peut-être des petites usines et des fumées au fond, enfin il y a vraiment tout cet aspect-là. Évidemment la colo n'y est pas pour rien là-dedans, hein. Et donc du coup elle va rentrer dans cet hôtel-là et rentrer en contact avec son ancien copain quoi, qui a un message pour elle, et en fait à la fin de cette séance-là, elle va lui dire mais qu'est-ce que vous avez vu? Rien, dégagez! Parce qu'elle va prendre peur en fait. Donc ouais, j'ai trouvé ça génial quoi. Les discussions sont encore une fois hyper réussies par Jeff Lemire, c'est complètement dingue quoi. Ça se passe dans ta tête, et en fait pour toi c'est tellement limpide que t'as les voix directement. Alors c'est le principe même d'une BD, hein, c'est dans les ellipses temporelles, dans les gouttières hein, surtout en tout cas, c'est les petites ellipses temporelles, donc tu vois le mouvement entre les cases, donc ça c'est ok. Mais lui il arrive vraiment à amener des visages et des personnages où dans ma tête instantanément j'ai la voix de ce mec là. Peut-être l'accent même de ce mec-là, le ton, j'ai les fréquences, j'ai tout ça en fait qui rentre en tête, et quand je reviens sur ce personnage-là 30 ou 40 pages plus tard, il n'a pas changé de voix, il n'a pas changé de ton, il est caractérisé pour moi dans mon cerveau. Il y a une pluralité de différences et d'aspects un peu subtils qui font que ces personnages, de par leur physique, de par leur façon de s'habiller, donc de leur chara design hein, clairement, et ben j'arrive à me dire bordel, je le connais ce mec-là en fait, je le connais, évidemment il est mort il y a 10 ans d'un accident nanana, oui je le connais en fait, ah mais il est là tu vois, et dans ma tête j'ai l'impression de les connaître déjà ces personnages-là. Alors je sais pas comment il fait, peut-être que c'est parce qu'il utilise des mots qui sont simples, il utilise des mots du quotidien, il touche tout de suite au direct de petites, comment on appelle ça, de sentiments et de petites situations qui font que bah ça peut arriver et que c'est déjà arrivé dans ma vie. On a déjà vécu ça. Il va pas utiliser des mots grandiloquents pour dire voilà une pelle quoi. Il va pas dire l'ustensile permettant de ramener une partie de la terre de nos ancêtres. non, il s'en branle en fait. Il va juste dire bah passe-moi la pelle et puis chope la neige quoi. Tu vois. Il va parler de façon un peu directe comme ça. T'as l'impression que c'est pas verbeux parce que du coup tu te retrouves tout simplement à lire la BD ou le comics en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais sauf qu'en fait, en vérité, il y a du texte, quoi. Il y a du texte, et c'est hyper limpide. Voilà, c'est hyper limpide. Et tout cet aspect par rapport à ce manteau-là qu'on voit sur la cover, c'est magnifique. En fait, la cover est magnifique dès le cours. Ils ont tellement géré la découverte, enfin, la sélection de cette cover. Elle est vraiment géniale, cette cover. Elle dit tout, mais c'est suffisamment cryptique pour pas qu'on se rende compte de quoi ça parle. On va parler évidemment, chaque chapitre, on va parler de certaines cartes. Le fou, la tour, qui vont signifier évidemment beaucoup de choses dans la vie de cette Teresa. Moi qui suis, alors, dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est clairement du charlatanisme. Et un peu comme les esprits et tout, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir en fait? Pour moi c'est pas prouvé trop scientifiquement, donc la réalité s'écarte un petit peu. Mais là, je rentre là-dedans, je trouve ça crédible, ça marche. L'aspect un petit peu fantastique qu'il arrive à amener, mais pas trop. Et ça qui est bon avec Jeff Lemire, c'est que il y a tout un aspect qui est toujours un petit peu fantastique, mais c'est pas le truc qui prend le dessus sur l'histoire. Et c'est pour ça que c'est hyper bien fait. C'est que dans le quotidien, tu réussis à amener un petit peu d'extraordinaire, et ça donne quelque chose qui est tout de suite ultra touchant, parce que du coup c'est ce que tu fantasmes un peu dans ta vie. Foncez sur Minor Arcana, s'il n'y avait qu'une œuvre, je peux pas faire ça, c'est impossible. Toutes les œuvres que je vous ai montrées c'est une tuerie, on est d'accord. Mais vraiment celle-là, il y a quelque chose de particulier parce que je pense que le dessin aussi, j'en suis complètement tombé amoureux. Voilà. J'ai tellement hâte à la suite. Bravo Delcourt, merci. Chapeau, merci. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, commente, boost, like, partage. Il y a beaucoup de mots maintenant pour dire tout simplement soutien cette vidéo, sans publicité. Merci infiniment, on est de plus en plus nombreux à commenter, à partager et tout. Ça fait ultra plaisir, merci infiniment pour tous vos retours, merci infiniment pour les derniers retours de la FAQ des 4000 abonnés, vous avez été complètement gentils, fous,
transparent, vrai aussi. Merci beaucoup pour votre soutien. On va faire un petit peu le tour de ce dont j'ai parlé. Et mine de rien, j'ai parlé de 2-3 trucs quand même. Minor Arcana, foncez, c'est la lecture de la semaine pour moi. Juste derrière, et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous, excellente histoire. Je pense qu'il faut la relire plusieurs fois, s'imprégner de l'univers qui est vraiment dark. Mais alors, Yakub Revelka, encore une fois, là je vous montre évidemment une page où il y en a qu'une, mais ouais, c'est fou. Ça fait bader et en même temps c'est tellement jouissif quoi. Holy Roller. Bon bah il y a une espèce de clic de superstar là-haut. Et ben ça m'étonne pas, ça marche de ouf. Hein. Franchement ça marche de ouf. Ça a un souffle antifascisme qui fait vraiment plaisir en ce moment. Et ben ça, regardez-moi ça, quelque chose de froid. Je vais le lire dans pas longtemps, ça c'est évident. Au sud de l'agonie, PDAS et Labiano. Bravo, vraiment c'est une tuerie. Alors sans mauvais jeu de mots, évidemment. C'est vraiment très bien. C'est vraiment, du coup, j'ai plus les mots. Mais d'ailleurs, c'est vraiment très très cool. Cette série, vivement le 3e tome de ces one-shots, qui parle avec le cœur et qui parle surtout avec un aspect très documenté. C'est ça qui est hyper cool aussi, c'est que bah tu vis les États-Unis dans le sud en 1926. Ouais, mais en Georgie, comment ils s'habillaient, quels étaient les bâtiments et tout. Tu sens que c'est très recherché et ça fait plutôt plaisir. Il y a une autre personne qui allait chercher quelque chose, c'est ses sentiments et son retour par rapport à son histoire personnelle et à l'alcool. Et faites attention, s'il vous plaît, faites attention à cette substance. Bien qu'elle soit festive comme moi, j'ai vraiment conscience que tu peux te perdre dans une bouteille et il y a des âmes qui se sont perdues, qui sont jamais revenues. Donc bravo pour la sincérité et puis pour les dessins, pour le format et puis Casterman d'avoir cru en cette histoire parce que je pense pas qu'il y a tout le monde qui serait allé dessus directement avec un choix graphique qui sort autant des sentiers battus. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Bravo, lisez l'addiction s'il vous plaît, c'est vraiment cool. I Hate Fairylands. Eh ben écoutez vivement que je me chope le 2e tome, intégral en 2 livres. C'est bien ça, j'ai pas raconté de bullshit. 320 pages de bonheur avec Scotty Young qui nous explose à la rétine une petite fille vraiment pas cool. Ah ouais, c'est là, voilà, c'est ça. J'y suis, yes, j'ai trouvé. Regardez-moi ça. Elle est là et elle enfonce. Alors première page, elle arrive avec un espèce d'énorme os et en fait tu te rends compte que c'est le manche d'une immense épée qu'elle fout dans le crâne d'une espèce d'énorme bestiole. Oh mais quel kiff d'avoir des idées aussi folles que celle-ci. C'est vraiment incroyable. J'ai adoré, et puis l'œuvre elle est magnifique. Bravo Urban Comics pour le travail d'édition. Et puis enfin le chemin derrière la maison du label 619. Laissez-vous tenter. C'est cool que le label 619 propose ce genre d'œuvres qui sont vraiment osées. Enfin, vraiment c'est fou parce que graphiquement c'est ouf. Il y a peut-être des gens qui vont rien biter et moi j'en fais peut-être un peu partie, même si j'ai senti un petit peu la substance du bordel quoi. J'ai senti où ils voulaient m'amener, le saut dans le vide. Tu vois là c'est magnifique cette regarde. Il saute, il commence à se décharner, la peau s'en va, on arrive aux muscles, les os arrivent dans l'eau, plouf, il tombe et puis ça y est quoi. On est au fond. On est posé au fond et on reste contempler comme ça la vie qui se bouge autour de nous et c'est comme une renaissance, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est sublime quoi. Comme si tu ressentais tous les éléments qui te met à l'extrême, le vent avec l'érosion qui vraiment t'enlève toute la partie du corps pour ne laisser que les os et puis arrivé en bas, la nature te ressource et tu reviens à la surface. Ah, vraiment c'est ouf, je sais que ça peut paraître complètement pété et dit comme ça on dirait que j'ai pris de la drogue, mais pas du tout. Le chemin derrière la maison c'est de Jérémy Gasparotto, c'est une plongée dans la nature sauvage quoi. Et comme je vous dis, il y a tout l'aspect positif et aussi négatif, c'est-à-dire que quand tu te balades dans un petit chemin en pleine journée c'est trop beau, t'as des papillons, et la nuit tu sais pas ce qu'il y a au fond. Et un peu que t'as un petit bruit, tu commences à flipper. Bref, mettez-moi dans les commentaires quelles sont vos petites pépites de la semaine, ça me fait vraiment plaisir de lire ça. Donnez-moi vos recommandations aussi, en tant qu'à faire je vais agrandir la liste, on ne sait jamais. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.